Le vendredi 28 juin dernier, le président du PDCI était à Dabo pour le lancement de la machine électorale du PDCI RDA. Loin de nous de vous emmener à rentrer dans les détails, mais comment expliquez-vous toujours cette forte mobilisation pour une séance qui est supposée être technique? Mais c'est ça qui perturbe ceux qui sont perturbés actuellement. Ça qui perturbe ceux qui sont perturbés actuellement. C'est-à-dire, nous avons un produit qui suscite la curiosité, l'admiration, parce que la question, je reviens là-dessus, la question que nous allons poser aux Ivoiriens, aux électeurs en 2025, voulez-vous continuer avec ce système ou bien voulez-vous continuer, voulez-vous vous engager dans une nouvelle expérience? Cette question-là, ce n'est pas aux militants du PDCI seulement. C'est aux militants même de ceux qui sont au pouvoir, ceux des autres partis de l'opposition, à tous les Ivoiriens. Parce que c'est de l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Et tout ce que vous voyez qui se déplacent, ce ne sont pas forcément des militants du PDCI-RDA. Nous recevons, nous avons des amis dans tous ces partis, mais qui nous parlent. C'est pour ça que nous sommes sereins. Ils n'ont qu'à ouvrir le jeu. Le jeu n'a qu'à être en 2025 un jeu clair, transparent. Et puis vous allez voir. Et vous pensez que le président Thiam est en train de séduire tous les Ivoiriens en ce moment? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Quand vous regardez, quand vous voyez dans quelle excitation ceux qui répondent à ce ils sont, je me rends compte qu'il y a un désir refoulé. Vous savez, moi je ne suis pas psychologue, mais c'est qu'on a appris un peu quelques cours de philosophie qu'on a eu au lycée en terminale, c'est que les désirs refoulés, ça joue sur le comportement des gens. Souvent, ils disent des choses alors que c'est le contraire qui est en eux. C'est pour cela qu'on dit, oui, c'est inadmissible. Mais c'est parce que, comment vous voyez que subitement, après le congrès, après la mobilisation, c'est en ce moment, on fait maintenant des tournées, on multiplie des meetings, mais tout ça c'est en compensation. Vous savez, si on était dormant, il n'allait pas voir tout ça, mais se rendre compte qu'il y a un nouvel élément qui transcende le PDCI-RDA. Le président Tidjane Thiam, son aura, l'espoir qu'il suscite pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, transcende le PDCI-RDA. Ça va au-delà. Donc ça, c'est ça qui est la réalité, et c'est ça qui est notre force. Et c'est ça qui va faire qu'on va gagner les élections en 2025. Monsieur le Vice-président, quand vous dites qu'ils ouvrent le jeu électoral en 2025, qu'il soit transparent, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu utopique de dire ça, que ceux qui sont en face de vous, voyant la force que vous avez, vont ouvrir le jeu électoral, seront transparents? Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est pas un peu un rêve? Non. De croire que ceux qui sont en face de vous vont faire la passe comme ça? On ne demande pas la passe. Hein? Si vous permettez que je fasse un ajout, qu'est-ce qui est fait au niveau du PDCI? Donc, puisque ces questions-là sont des questions qui sont évoquées depuis plusieurs années maintenant. Quelles sont les choses du PDCI pour faire changer les choses à ce niveau? Oui, mais justement, vous avez vu le séminaire qu'il y a eu à Dabo, pour rebondir sur la question de madame. Avec tout ce qui va se faire, qu'on appelle le maillage électoral, c'est pour déjà anticiper. Parce que les problèmes que nous évoquons partent d'abord de la base des bureaux de vote. Donc nous sommes en train de nous organiser pour ça. On n'est pas les bras croisés. Deuxièmement, ce n'est pas parce que nous sommes convaincus ou quoi que nos adversaires ne vont pas ouvrir le jeu qu'on ne va pas parler de ce problème. Parce que si nous n'en parlons pas, ça veut dire que nous sommes satisfaits de tout ce qui se passe. Non. Nous dénonçons la forme actuelle de la CEI. Nous dénonçons, nous le souhaitons. La Guinée a eu à faire appel à un organisme étranger qui est venu auditer la liste électorale. C'est ce que nous demandons. Si on estime que la CEI, bon, parce que l'argument c'est quoi? La victoire, on ne gagne pas les élections à la CEI. Mais si on ne gagne pas les élections à la CEI, ils n'ont qu'à ouvrir. Vous avez, comme le président de la CEI est venu le dire l'autre jour, bon, comme il n'y avait pas une opposition, il dit non, il n'y a rien. Et ceux qui parlent là, ils sont dans le... Mais ils sont dedans, mais ils sont minoritaires. Même quand il dit que lui, il ne prend pas lui seul, que c'est au vote. Mais tu as une assemblée
où il y a le représentant du président, le représentant du ministre de l'Intérieur, le représentant haute magistrature, le président étant le président de la magistrature. Mais ça c'est quoi? Je vais à une assemblée, on dit bon, il y a M. Ndri Jérôme. Et puis après, il y a M. Jérôme Ndri. Et il y a Mme Assoumou Béatrice. Épouse Ndri. Et puis on dit voilà le neveu de la femme de toi. Bon, comment vous voulez dans une assemblée comme ça que la vérité puisse s'établir? C'est ce que nous dénonçons. Donc nous, ce qui est sûr, on a été aux élections en 2010. On était prêt à aller aux élections en 2020. Nous avons été aux élections législatives. Nous avons été au régional et municipal avec cette CI. Mais nous continuons de dénoncer. Nous ne disons pas que s'ils ne font pas, on ne fait rien. Non. Mais nous disons que nous nous organisons, nous sommes prêts. Ils n'ont qu'à ouvrir le jeu. Ils n'ont qu'à ouvrir le jeu, puis on va voir. Et les Ivoiriens savent aujourd'hui où se situe la vérité. Et la vérité se situe au PDCI. Au PDCI. Parlons de l'organisation du PDCI, la vie du parti. Nous avons avec nous le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la vie du parti. Et au niveau de l'organisation du PDCI RDA, de nouvelles structures ont été créées. Les anciennes existent. Quelle est votre analyse? Et comment est-ce que ces structures vont cohabiter? Je voulais compléter la question, M. le Vice-président. Vous avez indiqué tout à l'heure dans vos propos que les délégués n'existaient pas avant. C'est quand le président Bédié est venu qu'il a instauré les délégations. Aujourd'hui, on voit avec le président Thiam, les hauts représentants. Donc il y a les délégations et les hauts représentants. Aujourd'hui, ça donne l'impression que ça se marche un peu sur les pieds. Vous savez. Certains même ont dénoncé pour dire que ce n'était pas statutaire les hauts représentants. Voilà. Vous savez, il faut que nos militants apprennent à connaître leur parti. Qu'ils prennent les statuts et règlements du parti pour lire. Le président Bédié, quand il est arrivé, il n'y avait pas les délégués. Il a créé les délégations. Mais lui, la chance qu'il a eue, c'est qu'au moment où il créait les délégations, on partait à un congrès ordinaire. Et la création des délégations a été proposée au congrès qu'il a adopté et les délégations sont devenues des organes statutaires du parti. En décembre 2023, nous sommes partis à un congrès extraordinaire. Le rôle du congrès extraordinaire n'est pas d'aller modifier les textes. Le congrès extraordinaire, il est convoqué sur un objet précis. Et ce congrès ordinaire, son objet précis, c'était de mettre fin à la vacance du pouvoir de la présidence du PDCI causée par la mort du président Bédié. Donc on partait pour élire un nouveau président. C'est ce qui s'est passé. Donc au sortir de là, le président du parti prend les statuts et règlements intérieurs qui disent en son article 30 que le président du parti a le pouvoir, les textes lui donnent le pouvoir de mettre en place tout comité ad hoc pouvant l'aider à la gestion du parti en ce moment précis. Si vous vous rappelez, le président Bédié a mis en place le comité politique, qui était dirigé par le ministre Ala Kouadio Remé. Il a mis en place le comité de gestion de suivi des élections, qui était dirigé par le professeur Nyamke Koufi. Il a mis en place le Conseil économique, social et environnemental, qui était dirigé par le ministre Thierry Tano. Il a mis en place d'autres structures. C'était des structures qui ont été créées en s'appuyant sur cet article dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui donne pouvoir au président du parti de créer des structures pour nécessiter des services. Si on était allé au congrès ordinaire, comme c'était prévu, si ce n'était pas la mort du président Bédié, on aurait fait le congrès extraordinaire et le congrès ordinaire. Il était question de poser la question au congrès et au congressistes, est-ce qu'on transforme ces comités ad hoc là en structure statutaire du parti? Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Il en est de même du président Tidjane Thiam, qui est arrivé à l'issue d'un congrès extraordinaire. En attendant qu'il organise un congrès ordinaire, il s'appuie sur cet article de règlement intérieur des statuts pour mettre en place des structures
ad hoc pour l'aider à gérer le parti en fonction de cette situation. C'est de cela que sont venus les hauts représentants. Maintenant, pour qu'ils deviennent des structures statutaires, quand on va aller au congrès ordinaire, on va poser la question aux congressistes, est-ce que nous incluons les hauts représentants comme des structures statutaires du parti? Mais c'est des structures qui ont été créées sur la base du respect de nos textes et règlements intérieurs. C'est ça que les gens doivent comprendre. Mais évidemment, comme le président Bédié le disait là, tout changement a sa dose de mélancolie. Mais de façon triviale. Oui. Aux représentants, les délégués, qui ont reçu de qui? Non, ce n'est pas en ces termes qu'il faut voir. Les hauts représentants, vous savez, moi, le président Tidjantiam m'a reçu quand il devait faire le secrétariat général. Il ne m'a pas dit le nom des hauts représentants. Il m'a seulement dit qu'il y a 316 délégations. Et il n'y avait qu'un seul secrétaire exécutif chargé des délégations et des sections. Que lui, par expérience, là où il est passé, c'est dans le privé, pour avoir l'efficacité, il faut sectionner les domaines de travail. Qu'un seul responsable à Abidjan ne peut pas avoir une efficacité en gérant 316 délégations. Et que lui, il a un projet de pouvoir sectionner la gestion de ces délégations. C'est comme ça qu'après qu'il a mis, que j'ai vu, qu'il y a eu effectivement les hauts représentants. Un haut représentant d'un district, il a le rôle de coordination. Ce n'est pas, c'est le rôle de coordination de l'activité dans son district. Et dans ce district, je prends par exemple chez nous, moi je suis de l'Ouest, district vraiment de montagne. Dans le Tonkpi, qui est la région, il y a environ, dans l'existant, je ne parle pas de peut-être les modifications qu'il va faire, il y a environ 11 à 13 délégations. Dans le Guémont, qui est l'autre région, je pense qu'il y en a aussi autant. Et puis dans le Cavali, il y en a autant. Donc ça tourne autour de 33, 34 délégations. Un haut représentant qui va coordonner les activités de ces 33 délégations sera, à notre avis, nous concédons ça au président, nous sommes d'accord avec lui, il sera plus efficace à le faire que son collègue le fasse dans le Sud Comoé, qu'il le fasse dans le Nord et tout ça. Et ça va être beaucoup plus efficace. Et c'est dans cet esprit. Ce n'est pas qu'un haut représentant, il vient. Il n'y a que le président du parti qui a le pouvoir de nommer les responsables des structures du parti. Le haut représentant peut peut-être faire des suggestions pour un délégué ou quoi en fonction de toute façon, c'est ce que le secrétaire exécutif chargé des délégations faisait. Mais celui qui nomme, c'est le président Tidjantiam. Et celui qui dénomme. Et c'est lui qui dénomme. On a vu dans les délégations extérieures... Ça a été une erreur grave et qui a été corrigée. Parce que ce n'est pas de la compétence du haut représentant de démettre ou bien de nommer un délégué. Ça, c'est la prérogative exclusive du président du parti. Vous savez, comme je le dis, tout début, il y a souvent des petits couacs. Mais les choses sont claires. Il faut peut-être sensibiliser. Si, il va avoir... C'est normal, par exemple, pour mettre un peu le pied dans le plat, une déléguée, récemment, le délégué d'Acoupé, il y a pas au cours d'une conférence de presse qui a dit, et je cite, je n'ai pas été consulté par le président du parti avant de nommer le haut représentant. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit les militants, c'est pas méconnaissant, ils ne lisent pas les textes. Vous savez quoi? Le droit de consulter d'abord le délégué. Mais c'est ce que je vous dis. Je dis, ils ne consultent pas, ils ne lisent pas. Le président du parti a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut. Je vous dis une chose. Vous aidez tous là. Il y a certains militants qui sont vice-présidents aujourd'hui, qui ont œuvré ouvertement avec le FPI contre le RAIDP quand nous étions en coalition, jusqu'à ce que le président Alassane arrive au pouvoir à l'issue des élections de 2010. Mais ces gars qui étaient là-bas, qui ont même été arrêtés et qu'on a envoyés au Golfe, que vous connaissez, mais beaucoup après, le président Bédié les a nommés, les a responsabilisés au point où certains sont vice-présidents. Vous avez vu que le général Kassaraté, le président Bédié et le général Guy Michel, les a nommés vice-présidents. Il a demandé, moi je suis de l'Ouest, le général Guy Michel, c'est un grand frère s'entend,
Mais il ne m'a pas demandé mon avis pour dire que je vais nommer Guy Michel vice-président. En ce temps-là, j'étais le seul vice-président de l'Ouest. Je pouvais me dire, bon, mais président, tu veux nommer un vice-président, et vraiment, il faut me demander. Mais il a le pouvoir, le président du parti, il est à la croisée des informations que le militant ordinaire n'a pas. Et il n'a aucune obligation de demander à un militant quelconque, quel que soit son niveau, même un vice-président, même au secrétaire exécutif, pour dire que moi, je vais nommer cette personne. C'est ça, le système de fonctionnement de notre parti. Vous pensez que le président de la République, parce que nos partis sont, surtout le PDCI, est calqué, comme on est resté longtemps au pouvoir, nous avons calqué notre fonctionnement sur le fonctionnement de l'État en tant que tel. Vous pensez que le président va être là pour nommer, je veux dire, les ministres même qu'il a nommés, ou bien pour nommer, même, bon, je prends peut-être mon jeune frère Mabri, après tout ce que vous avez connu, qu'il était avec nous dans la désobéissance civile de 2020. Vous pensez que s'il avait demandé au responsable de l'ADP que moi je vais le nommer ministre, les gens, c'est lui qui sait où il va. C'est lui qui sait quelles sont les informations qu'il a. C'est lui qui sait quel est le projet qu'il a. Qu'est-ce qu'il veut faire avec M. Ndri? J'ai rompu l'appel. C'est la méconnaissance qui dit qu'on ne va pas consulter. Le président n'a pas besoin de consulter un militant pour le faire. Peut-être, si vous permettez, ce n'est peut-être pas une obligation en tant que telle, mais est-ce que dans un souci justement j'ai envie de dire, d'efficacité, est-ce que cette démarche-là n'aurait pas été, je veux dire, appréciée, que le président, dans le choix justement des hauts représentants dans chaque zone, entende ou en tout cas consulte, mais je veux dire, vraiment, comme je le dis, sans pour autant entraver, je veux dire, toucher à son pouvoir discrétionnaire, entendre les responsables locaux. Vous savez, il n'y a rien de plus subjectif que le choix des hommes. Dans un district, je vous ai dit tout à l'heure, le district des montagnes, il y a environ entre 30 et 35 délégations. Il en est de même du district dont vous parlez, des lagunes. Il doit avoir autant, sinon plus, de délégués. Vous imaginez s'ils sont 35 là, qu'on vient demander aux 35 là, je veux nommer M. VI, ou bien vous pensez qu'il aura l'unanimité dans le parti où chacun veut se poser, surtout qu'on a un nouveau président, où les gens luttent pour être dans l'entourage, donnent dans les bonnes grâces? Ce serait la méthode la moins efficace de pouvoir public. Le président a les informations, il a vu, il a vu le cursus des gens, il a vu le profil des uns et des autres. Vous savez, quand on nomme un responsable là, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Hein. Il y a peut-être vous, votre personnalité, mais il y a certains détails qui rentrent. Moi, je vais vous dire une chose. En 1990, quand les FPI, avec l'USD, des Addis Aourou, ils ont commencé à demander fortement qu'on revienne au multipartisme. Il y avait le désordre, la marche à tout moment. Le président Oufoué voulait changer le chef d'état-major. Parce que c'était le général Oufoué qui n'était pas ça. Alors, il y avait deux systèmes d'information. Les renseignements généraux, où était M. Afo, que vous voyez là. C'était un policier qui était aux renseignements généraux. Et il y a le premier bureau ou quoi, ça c'est les renseignements généraux de l'armée. Donc, il leur a dit, investiguez l'armée et proposez-moi quelqu'un que je vais nommer comme mon chef d'état-major, qui peut me sortir de cette situation. Ils sont partis, les deux instances séparément, ont fait 3 propositions. Ils ont dit, numéro 1, qui va te former vraiment une armée solide, bien aguerrie, c'est le général Guy Robert. Numéro 2, c'est le général Mbaya. Numéro 3, je crois qu'il y a un Bani en tout cas. Mais, voilà les qualités et les défauts de chacun. Général Guy, il aime les femmes. Il aime l'argent. Mais, il va te former de gens. Ça, il n'y a rien à faire. Vous voyez ce que vous pouvez dire? Il dit, mais si il aime la femme, s'il peut faire mon travail. Moi, je lui donné beaucoup d'argent. Il va comme ça, comme les femmes aiment l'argent. Il va jouer comme il veut pour vous qu'il me fasse mon travail. Et effectivement, il a nommé. Et puis, ils lui ont dit, bon, qu'il est colonel. En ce moment, il était à Korogo. Il dit, mais c'est moi qui suis le chef des armées. C'est moi qui nomme colonel, général, tout ça. Donc, c'est fini.
C'est comme ça qu'il a pris. Mais évidemment, le général a formé une armée aguerrie. Tous les gars que vous avez vus qui étaient à la rébellion, qui ont formé, parce qu'ils sont revenus, tout ça, les Watao, les Tiofosier, les Zagazaga, c'est lui qui les a formés. C'était ces gars. Tiofosier était son cuisinier. C'est lui qui a formé les IB. Tous ces gars-là, c'est lui qui les a formés. Voilà le secret. Donc pour vous dire que le chef, là, quand il choisit, là, il choisit en fonction d'autres éléments que le commun des hommes n'a pas. Donc il n'a pas besoin vraiment de vous demander tout ça pour le faire. La déléguée de commune dans sa conférence de presse, avant de démissionner, a indiqué que le président Didier Antame est souvent mal informé au niveau des nominations. Qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est ce que je vous ai dit là. Je vous dis. Elle a démissionné. Non, vous savez. On dit, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Il dit, mon chien là, parce qu'il n'a peut-être plus l'argent pour le nourrir. Comment vous avez apprécié cette sortie-là? Non, c'est une sortie qui est mal à propos pour deux raisons, dans la forme et dans le fond. Dans la forme, quand tu es un délégué, tu es un collaborateur du président, si tu as des situations que tu n'apprécies pas, tu prends rendez-vous avec le président du parti. On le faisait, je la savais très proche du président Yukona Bédié, qui a des choses, elle partait voir le président. Elle n'avait qu'à demander rendez-vous avec le président pour lui dire que, bon, voilà, je n'ai pas compris certaines choses, j'étais offusqué par ci. Elle est peut-être déléguée autant que 33 ou 43, parce que le disque, ça va jusqu'à Dabou et tout ça. Et puis, elle expliquait au président, si tant était que sa volonté est que les choses s'arrangent, aillent pour le mieux au sein du parti. Ça, c'est la forme. Dans le fond, c'est ce que je vous ai déjà dit, que le problème qu'il pose, ça c'est le problème des personnes. On ne peut pas, moi je vais dire que bon, nouveau réveil là, je vais désigner 2 journalistes là-bas. Moi je vous demande vous tous, M. Ndri, c'est pas sûr que ceux même vos amis qu'ils me proposent si je les reçois individuellement. C'est à moi de dire, je le connais, j'ai travaillé à un certain niveau à lui, voilà, je l'ai vu dans les débats, je pense que pour telle raison, je le prends. Ça, c'est dans le fond. Donc, le fond et la forme ne sont pas bonnes. Tu ne peux pas venir dans un hôtel à Abidjan et puis t'adresser à tes militants là-bas sans les avoir vus. Vous avez vu à la suite ce qui s'est passé. Donc, quand on est dans une maison, qu'on veut vraiment que la maison est mieux, ce n'est pas sur la place publique. Vous savez, on a occupé de hautes fonctions exécutives. Vous vous rappelez, c'est dans votre journal que l'un de nos vice-présidents avait en son temps demandé à ce que le président Bédié quitte la tête du parti parce que ses 10 sont rayés qu'il partit. Je suis venu. Vous avez vu, j'ai répondu. Je dis, c'est la vérité. Je dis, la forme, elle est mauvaise. Le fond est mauvais. Tu ne peux pas dire que le président Bédié son 10 est rayé alors que tu as occupé les fonctions de haut niveau. Et puis si tu as un problème, va voir le président. Tout simplement. Donc vraiment, dans le fond, dans la forme. Ça pose un problème de discipline du chef du parti. Discipline, mais ça va au-delà. Je voudrais que vous suivez. Vous allez voir. Parce que nous avons vu beaucoup de choses. Quand tu vois ça, tu vois déjà comment ça va se permettre. Faut la manipuler. Est-ce qu'on peut... Non, pas forcément. Pas la manipulation, mais peut-être un autre choix qui n'est pas le nôtre. Peut-être pas partie de la vie du parti. Voilà. C'est ça. Alors, monsieur le secrétaire, Monsieur le secrétaire exécutif, chef adjoint, monsieur le vice-président, après ces explications-là, quel est le message fort que vous voulez lancer aux militants, aux sympathisants et même à tous les Ivoiriens pour venir adhérer au PDCI et surtout les militants pour comprendre un peu le fonctionnement qu'il y a au sein de notre parti? D'abord, c'est de dire que très bientôt, nous allons faire connaître aux militants et aux responsables animateurs un plan stratégique d'animation de la vie du parti. Pour que chacun sache où nous allons et comment nous allons. Vous savez, nous avons un, je ne dirais pas un handicap, mais nous avons un challenge, voilà, c'est plutôt le mot. Sur le plan politique, les 2 candidats probables que nous aurons comme adversaires à notre
candidats, ceux qui se sont déjà prononcés ou bien qui se profilent en filigrane. Il y a le candidat du RADP et le candidat du PPACI. Le candidat du RADP a été élu président de la République depuis 2010. Mais avant ça, le RDR, qui est son parti d'origine, avait parcouru la Côte d'Ivoire avec lui depuis 1994 jusqu'à 2010. Vous voyez le temps que ça fait 16 ans. Que leur leader était sur la scène politique, qu'il a parcouru la Côte d'Ivoire. Celui du PPACI, il s'est présenté contre le président Houphouët-Boigny en 1990. Mais avant ça, il avait parcouru la Côte d'Ivoire en tant qu'opposant. Et depuis 1990 jusqu'à maintenant, il est sur la scène politique. Et il a été président de la République pendant au moins 10 ans. Nous avons un candidat qui est jeune, qui a un atout. Tout le système positif, mais il faut que le produit qu'on va aller présenter pour que les élections, le produit s'étudie en termes. Donc nous devons avoir une stratégie commune pour pouvoir vendre ce produit-là dans ce laps de temps qui nous reste. C'est un ensemble de projets que nous avons conçus, que nous allons pouvoir présenter au parti. Mais je dis, l'arrivée du président Thiam, c'est comme un coup de pouce. C'est-à-dire quelque chose qui est venu. Vous avez vu, bon, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que le taux d'abstention dont on parle en Côte d'Ivoire, quand on fait les élections, les dernières élections régionales et municipales, il y a eu 35% de participation. Oui. Ça veut dire qu'il y a 65% de gens qui ne sont pas partis. Oui. L'analyse de ces taux d'abstention-là démontre que c'est plutôt les militants des partis d'opposition, principalement du PDCI-RDA, qui ne vont pas aux élections. Donc il faut inciter tout cela. Pourquoi ils ne vont pas aux élections? Il y a beaucoup de raisons qui étaient évoquées, que nous avons essayé d'analyser. On trouvait que notre candidat, le président Bédier, même, il était trop âgé, surtout vous les jeunes là, dit non, que vous voulez de nouvelles personnes. Ça a été résolu. Il dit, bon, le PDCI, bon, est-ce qu'on peut gagner? On connaît déjà les résultats, Ouattara va gagner. Aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité. Donc vous voyez,
c'est tous ces éléments-là que nous avons analysés et que nous allons proposer aux militants. Donc nous sommes sereins et nous pensons qu'avec cette dynamique d'inscription de nouveaux militants pour élargir notre base électorale, d'enrôlement sur la liste électorale, d'animation, de la promotion de notre produit, nous pensons que nous arriverons au bon port en 2025. Il a dit, nous pensons que nous arriverons au bon port en 2025. Merci, monsieur le vice-président, pour cet échange. Je vous en prie. Nous espérons que les téléspectateurs ont apprécié ce moment. Merci. Comme nous ici sur le plateau, nous l'avons fort apprécié. Merci Jérôme. Merci Sanou. Merci, monsieur le président. Je vous en prie. À vous le merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir, Dieu nous garde.